Merci beaucoup pour votre présence. Donc, on va ouvrir cette table ronde où on va essayer d'explorer un petit peu l'impact de l'intelligence artificielle sur les métiers des ingénieurs et des scientifiques. Première question, enfin premier aspect, je vais demander à chacun de nos intervenants de se présenter, présenter un petit peu leur parcours. Qu'est-ce qui leur a amené, qu'est-ce qui les a amenés à l'intelligence artificielle en particulier. Je vais commencer par Laurent. Bonsoir à tous. Donc, moi, je m'appelle Laurent Daudet. Je suis directeur général et cofondateur d'une startup qui s'appelle Lighton. On commence à être une vieille startup parce qu'on a été créé en 2016. Maintenant, on a 8 ans. Donc, dans le monde des startups, c'est vieux. Et on est environ une petite quarantaine de personnes. Et on travaille sur ce qu'on appelle l'IA générative, ou plus précisément les grands modèles de langage. Alors, tout le monde a entendu parler de ChatGPT, et nous, à Lighton, on développe des alternatives à ChatGPT pour les entreprises. Donc, on développe ces grands modèles de langage et puis on va les implanter sur les serveurs des entreprises pour faire tout ce qu'on fait, vraiment mobiliser, que cette IA soit là pour mobiliser toutes les sources de données tous les documents de l'entreprise pour les valoriser. Mon parcours, moi au départ, je suis physicien. Moi, j'ai été étudiant à Normal Sup, juste à côté. Et j'ai toujours travaillé à cheval entre physique et théorie de l'information. C'était comment les ondes transportent de l'information. Et j'ai été chercheur pendant un certain temps à l'Institut Langevin aussi, qui dépend de l'ESPCI, euh, justement sur cette interface entre physique des ondes et théorie de l'information. Et, euh, et là, moi, je me spécialisais aussi, enfin, c'était entre physique et traitement du signal, et on voyait bien que le traitement du signal, à partir des années 2010-2012, il a commencé à être grignoté par ce qu'on appelait à l'époque le deep learning. Donc, c'est ces méthodes d'apprentissage. Et en fait, dès qu'il y a de la donnée, dès qu'il y a beaucoup de données, c'est très tentant de mettre en place de l'intelligence artificielle parce qu'on arrive à avoir des résultats. Et ça a complètement changé mon champ de recherche dans les années 2010, c'est ça, 2010-2012. On- le- Mon champ de recherche a complètement évolué grâce à l'arrivée de l'intelligence artificielle. Donc, je m'y suis mis un peu sur le tas comme ça. Et après, on a créé Lighton en 2016 pour justement repenser un peu les fondements de l'IA, à la fois du côté hardware et software. Au début, c'était sur des processeurs photoniques avant d'aller avant d'aller sur les grands modèles de langage qu'on fait maintenant. Voilà, très rapidement. Moi, ça va être un peu plus court parce que je suis de la 138e promotion. J'ai fait ma 4A aux mines et j'ai terminé en septembre. Et en fait, pendant toutes mes études, je savais que je voulais me tourner vers les sujets climat, énergie, enfin, pouvoir lutter contre les causes ou les conséquences du réchauffement climatique d'une quelconque façon. J'ai fait tous mes stages là-dedans. Et en premier poste en novembre, on m'a proposé un poste dans une startup qui s'appelle Telus AI qui fait de la prévision de variables climatiques à l'échelle de la semaine, du mois ou voire même de plusieurs années, et ce, en utilisant des modèles de machine learning. Donc moi, c'est exactement comme ça que finalement, je suis devenue ingénieure en intelligence artificielle sans forcément chercher la voie de l'IA en particulier. Voilà. Et moi, donc, Antoine Borde, donc j'étais. Donc, moi aussi, je sors de l'SPCI, mais il y a un peu plus longtemps. Il y a 17 ans. Non, il y a plus de 17 ans, mais en fait, 17 promos d'écart, disons. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'intelligence artificielle à l'ESPCI, en 2000. Voilà. Donc, c'était même pas vraiment un cours. On avait un cours de C, je pense. C'était vraiment à peu près tout ce que ça faisait. Voilà. Et donc, en fait, je suis tombé là-dedans aussi avec le laboratoire d'électronique, professeur Dreyfus, euh, qui faisait de la backpropagation pour faire de la régression logistique pour la prédiction, je pense, je sais plus, c'était un projet avec Renault, je crois, donc il y avait quelque chose avec l'adaptation je sais plus quoi, enfin, bon, c'était de la régression, quoi. C'était pas super, mais bon, ça m'avait plu. Et donc après, j'ai fait des stages un peu, mais c'était pas le cœur de PC, c'était un petit peu en pirate à cette époque-là.
Et voilà, donc j'ai fait un stage, et après j'ai fait un master à Pierre et Marie Curie et une thèse à Pierre et Marie Curie où là il y avait un labo au Lipsis, donc Pierre et Marie Curie qui est maintenant Sorbonne Université, je pense, après plusieurs. Voilà, et voilà, et après j'ai eu un cursus de PCA assez classique, hein. J'ai fait une thèse, après je fais un postdoc au Canada avec Yoshua Bengio, qui à l'époque était quelqu'un qui était intéressant, qui après a gagné le prix Turing, donc ça c'était bien joué de ma part. Et après je suis allé au CNRS, voilà, où je suis resté pas mal de temps, à Compiègne, donc pas ici, mais un peu plus au nord de Paris, dans le labo d'intelligence artificielle, enfin d'automatique, mais bon, maintenant vous direz, ça doit être le labo d'hier maintenant. Voilà. Et après 9 ans, j'ai été recruté à Meta, à Facebook, où j'ai passé 9 ans. Là, ça a été au début, c'était en 2012, 2013. Donc là, c'était le début de l'accélération dont Laurent parlait. Entre 2000, 2010 et 2014, il y a eu quand même beaucoup, beaucoup de changements. Et en particulier, même au niveau de la manière dont l'IA se fait et la manière dont les investissements ont été faits, etc. Et donc, moi, j'ai suivi cette vague en rejoignant le labo de Meta avec Ed Lequin. Et voilà. Et depuis 1 an et demi, je suis dans une boîte européenne qui s'appelle Helsing, qui est franco-britannico-allemande et qui fait de l'IA pour la défense. Voilà. Donc, je pourrais vous parler de ça aussi si vous voulez. Merci beaucoup. Alors, je rebondis tout de suite sur ce que vient de dire Antoine, parce que tu as eu un petite hésitation, tu as parlé d'automatique. Et en fait, ma question pour vous trois, la première, c'est quoi l'intelligence artificielle? Parce qu'on a vu qu'il y a, en termes sémantiques, il y a eu des glissements, il y a des choses où avant ça s'appelait informatique, maintenant on voit bien que c'est un peu le buzzword pour les mots-clés pour certaines entreprises. Donc, c'est quoi l'intelligence artificielle? Je pense que je suis pas la mieux placée pour répondre parce que moi, je vais aller très vite là-dessus, dans le sens où pour moi, c'est un peu un terme qui va cacher beaucoup de choses. Même dans les médias, on le voit, c'est un mot-clé pour les entreprises. Moi, dans le cas de ce que je fais dans mon poste, je vais parler de machine learning. Donc, tout au long de cette conférence, je vais parler de machine learning qui va être faire apprendre un système à partir d'un très grand nombre de données. Donc maintenant, ça, c'est une partie de l'intelligence artificielle. Donc, je pense que je peux vous laisser peut-être être plus mieux Après, expliquer c'est ce la, qu'est c'est la l'intelligence partie qui a artificielle. marché, hein, donc c'est la bonne partie, hein. Pardon. Et Laurent a fait une BD sur l'intelligence artificielle, hein, sans faire. Je peux faire ta promo. Tu peux faire la promo. Ouais. Donc, voilà. Est-ce que tu définis l'IA dans ta BD? Oui, on essaie de donner un peu une définition une définition de l'IA. L'IA, c'est effectivement tous les systèmes informatiques qui vont prendre des décisions algorithmiques. Après, je trouve que moi, il y a quelque chose qui me frappe, c'est que ce terme est très mal choisi, en fait. Je trouve que IA, c'est d'abord intelligence. Rien de ce qui se fait en IA n'est proche de n'importe quelle définition qu'on peut avoir de l'intelligence. Il n'y a rien d'intelligent. Finalement, c'est des statistiques sous stéroïdes, mais c'est pas intelligent. Il y a pas de, ben, voilà, il y a pas d'intuition, il y a pas tout ce qui fait l'intelligence humaine. Et puis artificiel, bah, c'est pas plus artificiel que quoi que ce soit. Et ce qui est très important aussi, c'est que euh, les systèmes qui sont performants actuellement nous renseignent finalement assez peu sur sur la façon dont notre cerveau est fait. Même si ça s'appelle des réseaux de neurones et que c'est vaguement inspiré de neurones, euh, c'est c'est très loin d'être, oui, c'est ça, de nous renseigner sur la biologie. Donc voilà. Oui, donc, bah, donc oui, une définition. Oui, je pense que c'est à peu près la définition du machine learning, c'est la plus proche. Je pense que c'est quand même apprendre à réaliser des tâches à partir d'exemples de ces tâches-là. Voilà, c'est à peu près la manière que je donne. Et je pense qu'il y a un des ingrédients les plus importants, c'est l'aspect de la généralisation, qui est aussi un des gros problèmes des LLM justement maintenant. C'est une des magies, ou en tout cas un des aspects qui fait que ça a changé du champ automatique, c'est plutôt ce que j'essaie de me rappeler le nom du labo. C'est plutôt l'optimisation, je pense, l'optimisation numérique. Euh,
le glissement qui se passe entre l'optimisation et le machine learning ou apprentissage machine ou automatique. Les traductions sont nulles aussi pour machine learning en français. Il y en a plusieurs. Il y a apprentissage statistique ou apprentissage machine ou apprentissage automatique. Aucune ne marche vraiment. Et en fait, le glissement entre l'optimisation et l'apprentissage, c'est cet aspect de généralisation. Donc, avec optimisation, on va donner en fait un ensemble d'exemples de données numériques. Et en fait, on va essayer de fitter une courbe, d'essayer de trouver des régularités, des patterns, des motifs, etc. Et en fait, cette régularité, ou ce qu'on a trouvé, un peu la finalité, dans cet enjeu de machine learning et tous les enjeux suivants, c'est vraiment que cet enjeu, on se sert de ça pour apprendre un modèle qu'on va pouvoir appliquer ensuite sur des nouvelles données qui n'ont jamais été vues par le modèle, sur lequel il va généraliser. Et donc, je pense que c'est vraiment ça l'idée qui est vraiment intéressante. Et c'est celle-là qui a été très bien. Il y a des classes de modèles pour lesquelles c'est très bien compris. C'est-à-dire qu'on peut donner des bornes, on peut quantifier l'incertitude sur les données qui ne vont jamais être vues, etc. Mais ce n'est pas les réseaux de neurones. donc malheureusement, il y a des méthodes qui sont très bien connues et sur lesquelles on peut quantifier beaucoup l'incertitude. Malheureusement, elles ne marchent pas vraiment. Donc après, les méthodes qui marchent, les réseaux de neurones sur lesquels la quantification de l'incertitude quand on va passer sur des exemples non connus est beaucoup plus difficile à quantifier. Et donc, c'est un peu là où on en est en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a des méthodes extrêmement performantes sur lesquelles il y a beaucoup moins de garanties. Et il y en a des méthodes sur lesquelles il y a beaucoup de garanties, qui sont très très belles mathématiquement, dont personne ne se sert, puisqu'en fait, elles ne marchent pas vraiment. Voilà. Donc, on est un peu entre les deux, non, je sais pas. Oui, après, il y a des théories assez intéressantes. Il y a des physiciens qui essaient de faire un peu le pont entre les méthodes finalement des statistiques en très grande dimension et qui revisitent des théories de verre de spin, par exemple, comme en termes de physique statistique. Et pour moi, c'est des choses très intéressantes. Voilà, donc c'est une division assez vaste, hein. Donc, on va parler un peu métier. Vous, dans votre métier au quotidien, est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle et des outils de l'intelligence artificielle? Alors, moi, je voulais dire au niveau de l'intitulé, c'est pas génial, parce qu'en fait, du coup, nous, on crée de l'intelligence artificielle. Donc, en fait, on peut l'utiliser, on peut faire une mise en abîme en disant qu'on fait de l'IA on utilise de l'IA pour faire de l'IA, ce qui est un peu vrai. Mais dans nos métiers donc, au quotidien. Mais je peux parler un peu du métier ça peut me permettre de faire un pont sur la défense, pour le coup, ce qui est. Ou même sur l'industrie générale, mais l'industrie de défense en particulier. Donc, en fait, ce qu'on voit en ce moment, ce qui est assez intéressant, c'est donc l'arrivée de l'intelligence artificielle dans ces métiers-là. Alors, je ne vais pas vous faire tout un cours dessus, mais il y a des enjeux qui sont assez essentiels. C'est les enjeux en fait des accès aux données. Parce qu'en fait, Laurent l'a bien dit, et toi aussi tu l'as dit, c'est-à-dire qu'il y a des données pour apprendre dessus. Et en fait, l'arrivée de l'intelligence artificielle dans les métiers de l'ingénieur ou les scientifiques, etc., va toujours commencer par un accès aux données. Et en fait, la maturité, que ce soit dans des labos de recherche, que ce soit dans des industries, entre l'industrie pharmaceutique par exemple et l'industrie de défense, il y a un décalage énorme en termes d'adoption de l'IA, parce qu'il y a un décalage énorme de la maturité que ces entreprises ont vis-à-vis du stockage, traitement, nettoyage, classification de la donnée. En fait, de la maturité de la donnée naît, je pense, une rapidité d'adoption de l'IA rapidement. Et en fait, quand on va vers des industries assez traditionnelles, en tout cas dans le monde vraiment réel, hein, je veux dire que il faut vraiment séparer, je pense, des métiers où en fait tout est numérique. C'est pour ça qu'à Meta ou à Google, etc., en fait, l'adoption est plus rapide parce que ces boîtes sont plus rapides, elles sont puissantes. Mais aussi parce que la finalité est numérique aussi. Donc en fait, la boucle entre un algorithme, un programme et les données et le produit, on ne sort pas de l'ordinateur. Et donc ça fait quand même des enjeux qui sont quand même beaucoup plus simples. C'est pas simple non plus, mais c'est beaucoup plus simple. Quand on va aller vers l'automobile, l'aéronautique, la défense, les ouvrages d'art, le BTP, etc., on va devoir à un moment passer de l'ordinateur au monde réel, parce qu'on a fait des simulations, on va les tester, parce qu'on va faire conduire une voiture d'une simulation dans le monde réel, enfin voilà, une voiture autonome, etc. Et, je pense que ça, c'est un des murs fondamentaux actuels.
Donc voilà, donc je pense qu'il y a vraiment, c'est un peu long ma réponse, mais il y a vraiment deux enjeux, c'est-à-dire que quand on est sur des outils, des produits, des travaux, en fait, la finalité numérique, je pense que ça va vraiment jouer sur est-ce que les données sont bien organisées dans l'entreprise ou est-ce que je fais appel à un prestat qui sait bien gérer les données? Parce qu'il y a beaucoup maintenant de boîtes qui sont là pour gérer la donnée pour les entreprises. Et après, est-ce qu'on se plug dessus? Et ça, je pense que tu es encore plus un expert que moi parce que c'est vraiment votre cœur de métier. Quand on va passer sur les industries qui sont plus traditionnelles, plus historiques, sur lesquelles il y a vraiment un impact monde réel, il va aussi falloir gérer la donnée qui est encore plus compliquée à collecter parce qu'elle est vraiment réelle. Mais après, il va y avoir ce retour aussi pour dire, OK, je prends la donnée du monde réel, je la mets dans ma machine, j'apprends des choses et après, comment je la reprojette. Et il y a beaucoup de, j'avais pas de fausses promesses, mais en tout cas d'espoirs un peu déçus qui sont sur se reprojeter des modèles dans le monde réel à l'heure actuelle. Voilà. Et les voitures autonomes en est un, mais c'est un peu l'exemple le plus connu. Mais en fait, il y en a beaucoup d'autres. Moi, j'ai, pour ta question qui était l'utilisation de l'IA dans l'IA, dans nos métiers, j'ai deux exemples qui me viennent en tête. Il y en a un qui va te rejoindre, Antoine, c'est pour faire tourner un modèle, on a besoin de beaucoup de données. Et des fois, ces données, elles ne sont pas facilement accessibles. Et donc, on peut générer des données via des modèles génératifs, donc des modèles d'IA. Donc, un exemple d'IA dans l'IA. Maintenant, un exemple beaucoup moins glorieux. Moi, je l'avoue, mais au quotidien, par exemple, pour débugger le code, j'utilise ChatGPT. Et ça peut être un exemple d'IA dans mon métier d'IA. Ça peut être vu, ça a été très mal vu dans ses débuts. Et aujourd'hui, bon, il y a Microsoft Copilot aussi. C'est des vrais assistants dans les métiers de l'IA. Et c'est un gain de temps énorme par rapport où moi encore, pendant mon P3A, j'avais pas cet outil-là. Et je vois le gain de temps que ça peut faire. Bon, ça peut être dans tous les métiers. Mais dans les métiers de l'IA où on a besoin de coder, bah, on a un outil d'IA qui nous permet de nous aider à faire ça. Et effectivement, alors nous aussi, à Lighton, on utilise l'IA au quotidien, bah, d'abord pour nos clients, hein, on va déployer des systèmes. Un exemple de système qu'on déploie pour nos clients, c'est pour le Conseil régional d'Île-de-France, on a déployé tout un système qui va ingérer toute la documentation de tout leur système informatique. Il faut comprendre qu'ils ont 200 systèmes informatiques. Il n'y a pas un gros système, il y a 200 composants et on va ingérer toute cette documentation technique. Et du coup, on a créé une sorte de petit chatbot où les gens peuvent poser des questions sur voilà, comment je peux réinitialiser mon mot de passe, etc. Une sorte d'agent qui fait la première ligne de support sur tout le support informatique. Donc ça, c'est des choses typiquement qu'on installe chez nos clients. Mais après, pour nos usages internes, bah, il y a exactement ce que disait Violette. Tous nos codeurs utilisent des copilotes et ils gagnent beaucoup de temps. Ils disent qu'ils gagnent peut-être 20-30% de temps sur la vitesse de programmation en utilisant des copilotes, ce qui est quand même assez significatif. On a mis en place en interne un peu le même genre de système de questions-réponses par rapport à notre documentation interne pour des aspects type les aspects ressources humaines. Par exemple, les gens peuvent poser, on a un petit chatbot, les gens peuvent poser la question c'est quoi les règles de l'entreprise pour le congé de paternité? Est-ce que le lundi de Pentecôte est un jour férié selon la législation, etc. Enfin, toutes les. Alors, c'est quoi? C'est travailler, non chômer. Enfin, il y a tout le vocabulaire officiel. Il est. Non, on ne travaille pas le lundi de Pentecôte, mais les, les, euh, non, c'était le deuxième usage. Le troisième usage, c'est les gens dans le service marketing, ils utilisent aussi pour faire des posts sur LinkedIn, ils utilisent notre IA pour générer du contenu marketing pour réécrire le contenu marketing et ils gagnent du temps avec ça. Alors, une autre question, c'est les opportunités. Comment vous êtes arrivé à l'IA? Quand est-ce que vous avez considéré qu'il y avait une opportunité à prendre? Et en particulier, Violette, toi qui viens de l'apprendre, en fait, voilà. Et quelles vont être les opportunités pour les ingénieurs et les scientifiques dans les années à venir dans le domaine de l'IA? Qu'est-ce qu'il faut regarder? Quelles sont les opportunités qui seront à prendre? Alors, je commence. Moi, en fait, c'était pendant mon P3A, donc mon projet de recherche. Je l'ai fait, donc je voulais le faire dans le domaine du climat. Et je suis allée dans un laboratoire à New York qui faisait de l'ingénierie pour le climat. Et mon sujet, c'était sur le reinforcement. C'était un modèle entraîné avec du reinforcement learning. J'avais fait le module d'introduction deep learning à PC en 3A, mais ça s'arrêtait là. Donc, je suis tombée dedans par hasard. Et pendant ce P3A, j'ai réalisé à quel point le machine learning pouvait être un outil fabuleux pour le défi qui nous attendait sur le sujet climat, énergie.
surtout vu la quantité de données qu'on a aujourd'hui, qu'on n'avait pas il y a quelques décennies. Et aujourd'hui, on a cette force énorme d'avoir toutes ces données, satellites, pas que, et qui ne sont pas exploitées, à vrai dire. Et pourtant, ça pourrait être un levier énorme pour réussir à optimiser sous contrainte ce problème qui nous attend pour le siècle prochain. Donc, je me suis dit, c'est un outil incroyable. Et pourtant, je ne me suis pas spécialisée dedans en 4A puisque j'avais déjà choisi ma 4A aux mines. Mais c'est ensuite, à mon premier poste, où je me suis dit, OK, faut foncer là-dedans. C'est un outil beaucoup trop puissant et très, 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 très beau pour pouvoir gérer le problème qui moi, dans lequel je voulais me lancer. Euh, oui, alors au moment où le basculement, donc là je l'ai un peu raconté, pour être de façon très pragmatique. En fait, j'avais 2 stages qui se feraient à moi en 3e année. Il y en avait un qui était à New York et l'autre qui était en Hollande. Celui à New York était de l'IA, donc ça avait beaucoup influencé mon choix. C'était pas vraiment la discipline, c'était plutôt la destination. Donc, tu vois, il y a New York dans les 2 cas. Donc il y a quand même des choix, je veux dire, qui sont pas. Je ne veux pas dire que tout était réfléchi. Ce serait pas vrai. Mais après, bon, ça c'était il y a longtemps. Donc maintenant, je dirais les choses. Je pense que si on veut faire, alors est-ce qu'on veut travailler dans l'IA, c'est-à-dire qu'on construit de l'IA, tu vois, un peu travailler chez Lighton, etc., ou est-ce qu'on va utiliser de l'IA? Donc, quand on construit de l'IA, il y a quand même un avantage si on est quand même très bon codeur. Je veux dire, même s'il y a les outils qui se développent, etc., je pense il y aura toujours il n'y a pas que ça, mais je le vois quand même au quotidien. Il y a quand même beaucoup. En particulier, maintenant, je pense que les sujets qui vont être très transformatifs vont être à l'interface de plusieurs systèmes. Et en fait, des gens qui sont capables de comprendre plusieurs systèmes, de les faire communiquer ensemble. Finalement, l'IA, le modèle d'IA va peut-être être une petite brique parmi un système beaucoup plus compliqué. Il y a beaucoup des enjeux d'intégration, de déploiement maintenant. Franchement, les gens qui codent très bien, qui comprennent ces systèmes et qui connaissent aussi très bien les données, ils ont quand même un avantage. Donc là, je pense que ça va vraiment être des profils qui vont être extrêmement cherchés, c'est-à-dire des gens qui connaissent l'état de l'art de l'IA, mais qui sont aussi très très forts. Parce qu'en fait, c'est compliqué de mettre des équipes d'IA, c'est pas des. Lighton, vous êtes combien? 30? On est à peu près 38. Voilà. Mais d'ingénieurs, c'est combien? Ingénieurs, 22. Voilà, mais les équipes d'ingénierie en IA, c'est pas des équipes de 500 ou 600 personnes, c'est des équipes. Maintenant, les boîtes grossissent, mais Mistral, il doit être 40 ingénieurs, vous êtes une trentaine. Et OpenAI, quand ils ont fait ChatGPT, l'équipe, c'était 30 personnes. Alors après, on grossit pour faire l'intégration, mais donc c'est souvent des équipes qui sont pas très grosses. Par contre, voilà, quand on est dans ces équipes-là, ils sont tous très très costauds. Donc, voilà. Donc ça, c'est une catégorie. Après, sur l'autre catégorie, quand on veut utilisateur d'IA, là, je pense que euh, c'est un peu plus compliqué. Je pense qu'il faut pas avoir peur d'essayer, à mon avis. Faut pousser aussi les directions à être plus volontaires, à mon avis, sur les décisions. Je pense que ce qu'on voit aussi, c'est souvent qu'il y a des adoptions qui sont très longues parce qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup de verrous à faire sauter en termes de. Faut que la DSI dise d'accord, et après, il faut qu'on fasse l'intégration, et puis voilà. Et puis en fait, on a déjà ça qui est installé. Donc en fait, je pense qu'il va y avoir des. Donc je pense le plus il peut y avoir dans les entreprises des forces motrices pour dire est-ce qu'on peut faire des expérimentations sur les nouveaux systèmes. À mon avis, c'est quand même pas mal. Surtout sur les voies. Et après, il va falloir être aussi assez juste pour dire, OK, là, c'est vraiment un gain, et là, c'est un gadget. Et ça, c'est un petit peu l'expérience de le voir. Voilà. Moi, pour un peu compléter ton propos, je te rejoins en partie sur le fait que il y a des métiers très différents sur l'IA. Dans notre équipe technique, là, où on a environ 22 personnes, il y a il y a 8-9 personnes qui sont chercheurs en machine learning sur les systèmes. Et là, effectivement, bah, d'abord, il faut être très bon codeur. Effectivement, ça, c'est un peu la base. Mais c'est des gens qui font vraiment de l'algorithmique et qui créent des modèles de langage et qui, eux, programment. Mais on a aussi toute une partie chez nous qu'on appelle des prompt engineers et qui vont utiliser ces IA textuelles et ça s'utilise, ce qui est intéressant des IA comme nous, ces alternatives à ChatGPT, ces nouvelles IA génératives, ça s'utilise en français ou en anglais, ça s'utilise en langue de tous les jours, mais c'est pas pour autant que c'est très facile à les utiliser non plus, vraiment les utiliser dans des tâches complexes, ça demande ces nouveaux métiers qu'être
prompt engineer, c'est-à-dire on est ingénieur de requêtes qui vont rentrer dans ces nouvelles IA. Et après, il y a tous ces métiers qui tournent tout autour aussi, qui sont ces métiers d'informaticiens, qui sont qu'on appelle aussi MLOps ou DevOps, qui sont comment mettre en pratique dans des systèmes informatiques ces systèmes d'IA. Et ça demande aussi c'est des talents informatiques liés à l'IA, un peu parallèles, mais qui sont qui sont essentiels pour une mise en œuvre réelle. Il faut une grosse différence entre un projet réussi ou pas. Ouais, moi, je me suis rendu compte que dans les boîtes d'IA, en réalité, la moitié de l'effectif, c'était des ingénieurs infra. Donc, ceux qui vont s'occuper de mettre en place les systèmes, et puis l'autre moitié qui est vraiment dans le code et qui fait l'IA. Mais en réalité, donc, et puis dans mon cas, on est 4 ingés, et donc on doit s'occuper de tout faire. Alors que le métier qu'on a choisi à la base, c'était pas de faire de l'infra, c'était pas de faire du développement opérationnel, etc. Donc, il faut prendre ça en compte quand on veut créer une boîte ou quand on rentre dans une boîte. On se rend compte qu'il y aura des aspects, ce ne sera pas que du code tout le temps. Je rebondis d'ailleurs jusqu'à créer une entreprise. Ça aussi, c'était une opportunité de l'IA. Peut-être, Laurent, toi, Oui, effectivement. Hein, on a créé Lighton parce qu'on voyait que l'IA était en train de changer de dimension, qu'il commençait à y avoir des méga systèmes et qu'il fallait un peu repenser ça. Au début de Lighton, comme je disais, on était sur une autre thématique. On faisait du hardware photonique pour accélérer certains calculs, mais on était déjà sur l'IA et on voyait que l'IA accélérait. Et après, maintenant ça accélère encore plus vite. C'est même assez vertigineux. Là, si on suit les annonces qui se passent, c'est vraiment tous les jours, il y a des nouveaux systèmes qui sortent toutes les semaines, enfin, c'est un milieu en ébullition absolument incroyable et c'est vertigineux. autre question, c'est sur la formation et la formation d'ingénieurs et des scientifiques, mais aussi la formation continue. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les formations d'ingénieurs sont adaptées? Est-ce que vous avez des suggestions sur leur évolution? Est-ce que, en termes de formation continue, il y a des programmes de formation continue qui pourraient se mettre en place, qui sont déjà en place? Est-ce que pour les alumni qui sont peut-être un petit peu plus seniors, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant? Est-ce que vous avez des idées sur l'aspect formation? Je vais peut-être commencer sur la formation. À l'ESPCI, on a eu un cours de deep learning. En introduction, c'était très bien, mais pas suffisant pour aller dans un métier ou tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc, à l'ESPCI, l'école n'a pas vocation à faire de l'IA, dans le sens où l'IA est un outil pour les sciences. Donc, comme on fait des maths, on ne fait pas des maths pour faire des maths, on fait des maths appliquées à la physique, à la chimie. Et c'est très bien comme ça parce que c'est l'ADN de l'ESPCI. Maintenant, pour un élève PC1 qui veut spécialiser là-dedans, ce qui est parfait, c'est de faire une 4A dans un master MVA ou quelque chose comme ça. Où là, vraiment, il va être nourri en savoir sur le machine learning. Et en termes de formation continue, c'est aussi quelque chose qui est nécessaire, je pense, dans plein de métiers d'ingénieur, où à tout niveau de sa carrière, on se rend compte que l'intelligence artificielle arrive et il faut se former. Là-dessus, il y a plein de moyens possibles, je pense. Moi, dernièrement, je regardais les cours d'introduction au deep learning du MIT. Il y a plusieurs modules, 8 modules, je crois, sur YouTube, de 2 heures chacun, et c'est d'une clarté incroyable. Ou même en podcast ou autre, déjà, ça permet de rentrer dans le sujet. Et puis sinon, il y a même sur Twitter, je suis pas mal d'influenceurs ML qui sortent les papiers chaque semaine, parce que, comme Laurent dit, toutes les semaines, il y a des nouveaux modèles qui arrivent. Enfin, c'est vertigineux. Et donc là-dessus, il faut pas mal se tenir informé. Et donc, suivre des gens qui font ça à notre place, c'est une bonne façon de le faire, je trouve. Oui, donc moi, comme je l'ai dit, au moment de ma formation PC, il n'y avait rien. Là, je suis content qu'il y ait un cours. Mais est-ce qu'il y a de l'IA dans les cours de bio, par exemple, Pas à ma pour faire connaissance. de l'analyse Mais de après, peut-être que je ça. suis pas, peut-être que ça a changé depuis 2 ou 3 ans. Et non, en termes de formation continue, en fait, je trouve que c'est hyper dur parce que ça va vraiment vite. Donc en fait, et en plus, je pense que ce qui est un peu dur, c'est différencier ce qui va rester de ce qui va passer un petit peu. Parce qu'il y a beaucoup d'écumes, en fait, il y a beaucoup de choses. Et en fait, il n'y a pas forcément besoin de suivre tous les papiers, mais en fait, en même temps, si on les a pas lus, on ne sait pas lequel garder.
Donc ça je le vois même pour des gens qui ont fait de l'IA, qui sortent ou qui ont fait des thèses, etc. Rester à jour, c'est compliqué. Donc après, il y a quand même effectivement des briques de base. Je pense que le cours de MIT est très bien. Il y a celui des noyaux aussi qui est très bien. Je pense qu'il y a peut-être des cours en français aussi qui permettent de donner en fait c'est quoi les grands concepts. Parce que les grands concepts, finalement, ils ne changent pas beaucoup. Le concept des réseaux de neurones, le concept de l'architecture transformer ou convolutionnel qui était avant, c'est quand même. Transformer, ça a 7 ans, mais convolutionnel, ça a 30 ans. Euh, la, la descente de gradient stochastique, la backpropagation, enfin, il y a des concepts qui sont assez fondamentaux en fait dans toutes ces choses-là, qui sont anciens, qui sont bien connus, et pour lesquels on peut trouver comme. Donc avoir ça, comprendre un petit peu les enjeux d'un ensemble d'apprentissage, d'un ensemble de validation, d'un ensemble de tests, un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure sur qu'est-ce que c'est que la généralisation. Ça permet, je pense, de donner déjà beaucoup de clés sur en fait comment ça marche. Après, je reviens, il faut quand même coder. Donc après, soit on code aussi parce qu'il y a des assistants de code, donc on peut aller assez vite. Mais je pense qu'à un moment, il faut quand même mettre les mains dedans. C'est la meilleure manière de comprendre. C'est un petit projet. Et il y a beaucoup d'aides aussi. Hein. Il y a des tutoriels, etc. Il y a vachement de choses pour apprendre aussi à faire des petits projets. Le site de PyTorch, qui est un des plus gros outils d'IA pour faire de l'IA qui est en Python. Il y a beaucoup de tutoriels aussi pour apprendre à faire un algo qui permet de reconnaître des images, etc. Et je trouve que c'est hyper formateur aussi d'essayer de le faire soi-même. Donc je recommanderais de faire les tutoriels aussi beaucoup. Oui, pour compléter, enfin, je peux que aller dans le sens de ce que vous avez dit. Je pense qu'effectivement, toute école d'ingénieur maintenant doit avoir au moins une formation sur comment utiliser cette IA, parce que de fait, ça va devenir, aucun métier ne va être à l'abri de la révolution qui est en train de se passer sur tous les savoir-faire, hein, qui sont en train d'être révolutionnés par cette IA. Euh, Après, pour aller plus loin, je confirme ce que dit Antoine. Il y a beaucoup de ressources qui sont disponibles et en termes de cours et en termes de code open source. Donc, nous, moi, quand je fais des recrutements dans mon entreprise, je regarde beaucoup ce que les gens ont fait comme projet personnel. Est-ce qu'ils ont un espace GitHub personnel? Est-ce qu'ils ont fait plein de projets, et pas juste du savoir théorique? C'est vraiment c'est mettre les mains dans le cambouis. Et il y a beaucoup de documentation. Donc, même pour les gens qui n'ont jamais fait de code ou de Python, etc., c'est un langage qui est quand même assez facile, mais surtout qui permet beaucoup d'erreurs. Donc, qui est un langage assez sympa. Parce que c'est le langage de l'IA à ce moment, l'IA, le Python. Quoi. On va terminer juste encore quelques secondes, et puis, enfin, minutes, et puis après, oui, une question, l'IA, pourquoi et surtout pourquoi? C'est que les jeunes générations aujourd'hui on dit qu'elles ont besoin de sens dans leur métier. Toi, tu es dans une entreprise, c'est de l'IA pour la défense. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça... Oui, oui c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui veulent aider. Tu en as un exemple, et aussi qui veulent s'investir dans des projets qui ont un sens. Et les trois domaines qui sortent du lot quand même beaucoup quand on est plus applicatif. Donc, évidemment, pas de recherche fondamentale, c'est quand même le climat, l'énergie, la santé et la défense. En tout cas, c'est ceux qui tirent beaucoup des choses en ce moment, sans vouloir taper sur les autres. Mais je travaille sur une entreprise qui fait des réseaux sociaux pendant longtemps. Donc, mais le sens était moins évident, en tout cas. Je pense que ce que ça change, c'est qu'effectivement, il y a un besoin. Il y a plein de trajectoires personnelles. Je veux dire, il y a des gens qui sont au début de leur carrière, des gens qui sont au milieu de leur carrière, etc. Moi, ce que je sens, en tout cas, c'est qu'il y a toute une génération qui a fait partie, disons, de la première vague de l'IA, celle qui a commencé en 2010, 2010-2012. À cette époque-là, soit on restait en France, on faisait de l'académique ou on montait sa boîte, ce qui est très courageux à l'époque parce que c'était quand même beaucoup plus, en tout cas, c'était beaucoup plus dur que maintenant, ou en tout cas moins à la vogue, en tout cas des boîtes d'IA, soit on partait aux États-Unis. C'était mon point, c'est-à-dire qu'en fait, moi je suis parti aux États-Unis, mais tous les jours, les seuls moyens de faire de l'intelligence artificielle, etc., c'était aux États-Unis, dans les grands labos, Stanford, MIT, NYU, Pittsburgh, etc., ou alors dans les grandes boîtes, ce qu'on appelle les GAFA.
qui recrutait quand même beaucoup. C'était la seule façon de travailler sur ces sujets-là à cette époque-là. Il n'y avait pas beaucoup d'alternatives. Voilà. Après, les labos privés, je veux dire, de haut niveau, en 2012, il y en avait un en Europe, c'était Microsoft Cambridge, Microsoft Research à Cambridge, qui est toujours là, et c'est à peu près tout. Donc, donc, il y a toute une génération, il y a beaucoup de gens européens qui sont partis à ce moment-là. Et il y en a beaucoup qui reviennent parce que déjà, il y a des opportunités en Europe, donc les entreprises qui embauchent, il y a des aventures qui se créent, etc. Et il y a aussi un sentiment un petit peu différent aussi, le fait qu'en fait, on ne peut pas faire ça de façon complètement anodine. Je pense qu'il y avait avant, je sais pas, il y a 5-10 ans, je pense que c'était beaucoup plus léger aussi la manière dont on faisait de l'IA. Le climat était plus léger de base, je pense, mais la manière de faire l'IA était beaucoup plus léger. Il n'y avait pas ce sentiment de responsabilité qui est beaucoup plus sur les gens qui font de l'IA maintenant. On parle beaucoup d'IA responsable, on parle beaucoup de safety, on parle beaucoup des dangers, des grands modèles de langue, des biais, est-ce que l'IA va tomber dans de mauvaises mains, qui contrôle l'open source, tous ces enjeux, toutes ces questions-là qui sont quand même, vous avez dû entendre parler au moins à un certain niveau. Il y a 5-6 ans, 7 ans, c'était pas du tout présent. Donc en fait, il y a un enjeu de dire, en fait, l'IA, c'est cool, quoi. C'est vrai, enfin, c'est un super modèle, c'est une super chose. Maintenant, il y a quand même un sentiment de dire, OK, je travaille sur une technologie. En fait, je pense qu'une des raisons pour ça, c'est que ça marchait pas vraiment. Donc, tant que ça marche pas vraiment, on se dit, de toute façon, vu que ça marche pas, tout le monde s'en fout. Donc, vu que ça marche quand même mieux maintenant, du coup, et que ça marche quand même très bien et sur plein de domaines, il y a toute une prise de conscience de dire, OK, ben, j'ai pas envie de le faire pour n'importe qui ou pour n'importe quoi. Donc, soit j'ai envie de choisir pourquoi je le fais, et après, il y a aussi, il y a des causes sur lesquelles il faut s'impliquer. Et moi, si je sais faire l'IA, ben, je peux m'impliquer à cette cause en faisant de l'IA. Ça, je pense que c'est ton cas. Ce qui était encore une fois pas vraiment le cas non plus. Si on voulait faire l'énergie il y a 3, 4, 5 ans, le faire avec de l'IA, il n'y avait pas vraiment de job pour faire ça. En tout cas, très peu. Maintenant, il y en a. Pour la santé, c'est pareil. Donc, je pense que toute une nouvelle génération, mais même une génération ancienne, trouve des moyens de dire, en fait, déjà, j'ai une responsabilité parce que je sais faire de l'IA. Et en fait, c'est pas une technologie anodine. Donc, ce pourquoi je le fais, je peux pas dire je savais pas. En fait, je sais que c'est pas anodin, donc il faut que je le fasse. Voilà. Après, les gens font leur choix. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, si je veux contribuer à des choses qui ont des impacts, en tout cas sur lesquels je veux m'impliquer, eh bien, en fait, il y a des travaux, peut être de l'IA, des fois, ça peut plus être de la data science, etc., sur lesquels, en fait, ce que j'ai appris, ce qui me plaît, ça va dans ces directions-là. Voilà. Et ça, c'est, je pense, ces deux directions de nouveautés. Effectivement, nous, à Helsing, on fait de l'IA pour la défense. On est 250 en Europe, dont 150 ingénieurs. Je dirais que la moitié fait IA et l'autre moitié fait de l'infra. C'est à peu près ta proportion, hein. On s'y retrouve. Et voilà, et la plupart des gens, beaucoup ont travaillé dans des entreprises américaines et beaucoup sont revenus là pour s'inscrire dans un projet de souveraineté européenne. Tu veux prendre la question Bah, alors oui, moi je peux. Pourquoi faire de l'IA? Mais moi, je dirais, en ce moment, c'est un sujet absolument incroyable. En fait, on est au cœur d'une révolution vraiment de ce domaine-là, et je trouve que en soi déjà, la curiosité du scientifique suffit à justifier de travailler dans l'IA, à mon avis. Sur ce qui se passe en ce moment, si on est scientifique, on est en train de vivre une vraie révolution dans ce domaine-là et ça s'accélère dans tous les sens. Donc, je pense que c'est ça, si je devais choisir une thèse il y a maintenant, je choisirais peut-être une thèse dans l'IA parce que c'est quelque chose qui est en train d'accélérer et si vraiment il se passe des choses passionnantes dans plein de domaines, enfin dans plein de sous-disciplines de l'IA. Et je dirais qu'en soi, c'est intéressant par curiosité scientifique. Bien sûr, comme dit Antoine, il y a toutes les questions, maintenant que ça marche, il y a toutes les questions éthiques et, qui se posent, bien sûr. Il y a aussi plein de questions super intéressantes qui se posent là-dessus. Et après, pourquoi faire de l'IA? Après, un peu le futur aussi, c'est peut-être un futur où on va avoir des assistants qui vont nous aider dans plein de tâches peut-être un peu rébarbatives. La promesse, alors je ne sais pas si elle va être tenue, hein, mais la promesse, c'est que là, je parlais à des gens qui sont dans la profession de l'IA pour les médecins. Bah, tout le monde a l'expérience. Le généraliste, vous le voyez, il prend des rendez-vous tous les quarts d'heure, hein. Et en fait, lui, il passe, je crois, les statistiques, il passe 8 minutes de son temps à pianoter sur son ordinateur. Alors, il vous écoute un peu, hein, mais il pianote quand même pendant ce temps-là.
Si au lieu de passer 8 minutes à pianoter, il passait 2 minutes à pianoter et 6 minutes de plus à vous écouter, à vous ausculter et à vraiment être concentré sur le côté humain. Enfin, c'est un peu ça la promesse de l'IA, c'est dire est-ce qu'on peut se débarrasser de plein de choses chronophages et se concentrer sur là où on a vraiment de la valeur ajoutée, c'est sur le côté humain et sur le voilà ce qui fait que le médecin ne sera jamais remplacé vraiment par une machine, mais peut-être sera plus assisté par de l'IA. Moi, j'aimerais bien rebondir sur ce que tu dis, justement. En fait, souvent, l'intelligence artificielle, ça fait peur. J'ai l'impression, on en voit dans les médias, est-ce que ça va remplacer l'homme, etc. C'est n'importe quoi. C'est un outil, comme dire Internet, à un moment, ça a été un outil, ça fait des choses merveilleuses comme des choses horribles. L'IA, ça va être pareil. D'où le besoin de régulation très rapide dans nos métiers. Et nous, en tant que scientifiques, de toute façon, l'éthique, on l'apprend en formation et on l'apprend toute sa vie. Que ce soit avec l'IA ou avec autre chose, l'éthique, elle est toujours là. Donc, il faut absolument pas en avoir peur à mes yeux et ne pas en faire un monstre qui va remplacer l'humanité. Exactement comme tu as dit, on va juste, ça va un peu modifier les métiers, ça va être des assistants dans nos métiers, ça va accélérer certaines tâches, ça va modifier l'écosystème, mais c'est une opportunité exceptionnelle. Il faut absolument pas en avoir peur. Oh oui, moi j'avais une question pour vous deux, justement, tu parlais des États-Unis. Et moi, je vois en tant que je démarre ma carrière et je vois beaucoup en IA la perspective des États-Unis ou d'autres pays et de se dire c'est là-bas où ça se passe, c'est là-bas où les modèles sortent le plus vite, où les salaires sont les plus attractifs. Et donc, pour vous deux, la question c'était un peu pour un ingénieur en intelligence artificielle, quel est le parcours en France qui nous attend et tout simplement pourquoi ne pas partir de la France? Alors moi, je suis parti aux États-Unis. Je suis revenu. C'est une très très bonne question. C'est une très très bonne question, puisqu'en fait, la scène française de l'IA devient je trouve, une très belle vitalité. La scène européenne aussi attire des capitaux étrangers. Donc, des capitaux étrangers qui investissent en France, sur les entreprises françaises ou européennes. Donc, je pense que Mistral en est un exemple le plus frappant, mais c'est un peu je dirais le leader du truc. Mais en fait, ça tire aussi toute une cohorte. Donc ça, c'est bien. Il y a beaucoup de gens qui restent pour travailler ici. Comme je l'ai dit à un moment, c'était même pas du tout possible. Là, maintenant, ça l'est. Donc ça, c'est bien. Il y a un élan politique aussi pour le soutenir. Il y a des initiatives partout, etc. Néanmoins, la Californie, c'est 10 fois plus, quoi. Donc, c'est juste une réalité. Donc après, ça ne veut pas dire que c'est mieux. Je veux dire, il y a plus de modèles qui sortent, il y a plus de compétition, il y a un mode de vie qui est différent, les salaires sont plus élevés, mais le coût de la vie est plus élevé. En vrai, faut voir où on met les choses. Le, je pense que l'erreur, donc je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire en fait. En gros, il faut juste garder l'esprit ouvert. Faut pas faire de l'antimécanisme primaire non plus, hein. Moi, c'est pas du tout. C'est pas du tout ça. Je pense qu'il y a vraiment des trucs super. Je pense que il y a des alternatives déjà et s'engager. Je pense que s'engager dans l'IA en France, pour l'IA en France, je pense que c'est courageux déjà, mais il faut pas avoir peur d'avoir du courage des fois. Donc c'est un peu plus dur, mais c'est pas non plus l'enfer et ça marche. Donc déjà, mais c'est quelque chose de différent. En Californie, je dirais pas que c'est plus facile, mais c'est différent. Voilà. Après, voilà. Donc, et puis, je pense qu'il y a un enjeu des valeurs. Après, l'erreur qu'il ne faut pas faire, je pense, c'est de dire que je pense qu'il faut aller en Californie à un moment, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, soit pour y travailler, soit pour y passer un moment, soit pour voir, soit pour se frotter, en fait. C'est-à-dire que l'erreur de dire je reste à Paris et puis tout l'écosystème nous tape dans le dos en disant ok vous êtes super, franchement c'est bravo, etc. Parce qu'on aime bien, on aime bien quand même célébrer les champions, Cocorico, etc. Et il faut les encourager, soutenir, pousser, mais pas étouffer de ton amour. Je pense que des fois il y a un jeu, je vous aime tellement que voilà, voilà. Et donc il faut quand même, pour toutes les boîtes, il faut aussi se confronter. Alors pour l'IA génératif, c'est tous les jours. Donc là, la compétition, il n'y a pas vraiment besoin de regarder très loin parce que c'est tous les jours sur Twitter, donc ça c'est simple. Mais quoi qu'il arrive, d'aller voir, ok, en Californie, moi je fais en France, en Californie, il faut comme ça. Au moins j'ai vu, je comprends, j'apprends, j'adapte. Je suis pas en train d'essayer de rester en vase clos en me disant, ok, je suis le meilleur du 5e arrondissement, donc j'ai gagné la course. Voilà. Donc je pense que des fois, c'est un peu le piège aussi. Donc,
Donc voilà, c'est une question complexe, hein, mais je pense que les États-Unis sont aussi des super partenaires d'ailleurs, hein. Il y a aussi plein de choses qu'on peut faire avec, mais il y a aussi plein de choses qu'on peut faire ici, et on peut faire ces choix-là. Oui, je vais complètement dans ton sens. Il faut aller voir aux États-Unis la façon de travailler et la façon dont on appréhende les choses. Ce qui est intéressant, c'est quand même à Paris, il y a toutes les grosses boîtes américaines. Il y a Google, il y a Facebook, enfin Meta, il y a Amazon, enfin il y a Microsoft, tout ça. Il y a des bons labos de recherche de ces boîtes californiennes ou américaines à Paris. Donc on peut aussi être en contact enfin, baigner dans un bain américain sans bouger géographiquement. Euh, Ouais, et juste sur un point, il y a aussi beaucoup de gens qui ont travaillé dans des boîtes américaines qui montent maintenant des boîtes en France. Et donc, en fait, il y a beaucoup aussi de ouais, cette culture-là qui revient. ouais, Mistral, c'est ouais, comme ça, GitFace, c'est comme ça, Helsing, c'est comme ça, Dust, c'est comme ça. Donc, il y a beaucoup de boîtes aussi qui ramènent ces codes-là. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup à faire, hein. ouais, ouais, tout à fait. Et je suis d'accord avec toi que l'écosystème s'est quand même beaucoup transformé ces dernières années et est quand même très favorable en ce moment sur pas mal d'aspects. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des pays, il n'y a pas que les États-Unis, hein, dans le monde, il y a le Canada, hein, il faut le signaler, mais il y a quand même des labos assez exceptionnels à Montréal en particulier. Euh, euh, il y a des pays émergents, Singapour est intéressant, il y a des pays intéressants au Moyen-Orient, il y a des labos intéressants au Moyen-Orient, il y a des choses qui se font un peu avec du grand dynamisme, un peu en Chine aussi. Donc faut voir le monde. On va ouvrir les questions. Alors, je sais qu'il y en a une dans le chat que je vais lire tout à l'heure, mais bien sûr, Merci de prendre ma question. Ma question est super simple et devrait aider les alumni à faire leur veille technique. Pouvez-vous me conseiller un média qui doit permettre de suivre ces sujets IA? En média, moi, je conseille Medium en termes de. Voilà, c'est un média, n'importe qui peut publier des articles qui vont expliquer n'importe quel modèle qui est en train de sortir. Donc, ouais, il faut suivre les bons comptes. Mais déjà, en termes de médias, c'est un bon début. J'arrive à poster une liste des comptes qu'elle suit. Bah, sur Twitter, moi, je suis Der AI. Je sais pas si tu connais. Voilà. Et sinon, sur Medium, il y a plein de chercheurs qui publient des choses super. En fait, en termes de médias éditorialisés, suivis, newsletters, par exemple, etc., il n'y en a pas vraiment. Il y en a une qui s'appelle AI News, que moi j'aime bien, qui est qui fait en fait qui est faite automatiquement. Je crois que c'était avec Claude, alors ils ont changé, et qui fait un agrégat de plein de comptes Twitter et qui utilise une IA pour faire un résumé. Donc c'est un peu méta, mais je trouve que c'est le mieux que j'ai trouvé. Donc c'est tous les jours, je crois que ça s'appelle AI News, je peux en trouver. Mais il n'y a pas de. Voilà. Dans les cryptos, par exemple, il y a quelque chose que j'aime bien, c'est The Big Whale, qui est un média éditorialisé avec des journalistes qui est hyper bien. Et je le connais, ils font un truc que je trouve vraiment bien, et il n'y a pas l'équivalent IA. C'est un peu dommage. Moi, il y a quelqu'un que j'aime bien, c'est qui a son blog hebdomadaire s'appelle The Exponential Age. De Azim Azar, qui est un type qui est à Londres, hein, et c'est vraiment bien, ça explique. On vit dans un monde exponentiel et qu'est-ce que c'est et ça parle pas que d'IA, ça parle de beaucoup d'autres choses, mais j'aime beaucoup. AI News. donc il y a une question dans le chat. Est-ce que cela génère un biais quand les données sont générées par une IA avant d'être retraitées? Et si oui, comment l'estimer, le compenser? Qui fait qui produit des IA. Bah oui, sûrement, ça génère un biais qui est généré par la machine qui l'a fait. Donc oui. Comment l'estimer? C'est une bonne question. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais je pense qu'il y a pas mal de mesures pour le faire. Mais oui, en fait, mais de manière plus générale, en fait, les données sur lesquelles les méthodes sont apprises sont tout le temps biaisées, en fait. Tout le temps biaisées. Il y a des biais historiques, il y a des biais conjoncturels, il y a des biais anthropologiques, il y a des biais de collecte. Donc, donc il y a une erreur pour le moment de considérer que les données pouvaient être un petit peu agnostiques ou un peu
universelles. Voilà. Donc on en est revenu, non, elles sont tout le temps biaisées. Des fois, elles sont biaisées de façon très grave, des fois, elles sont biaisées de façon anodine. Voilà, elles sont biaisées aussi parce qu'elles sont historiques, hein, elles ne prédisent pas le futur, donc elles sont rétrospectives en général. Donc voilà, donc il y a toutes ces choses-là. Donc il y a la première point de parler de des biais de l'IA, c'est au moins qu'il y ait une prise de conscience. OK, donc les données sont biaisées. Donc là, maintenant, on ne peut plus attaquer un problème d'IA en disant OK, les données, c'est la vérité brute. Il y a quand même comme ça. Donc après, on va questionner les sources, on va questionner les dynamiques et on va les tester. Voilà. Je pense qu'avec beaucoup d'outils. Mais après, justement, le biais, ça fait partie de l'erreur qu'on cherche à minimiser dans notre modèle. Donc, on sait que le biais va exister. Et dans les modèles qui n'utilisent pas de l'intelligence artificielle, je pense notamment dans les simulations climatiques, il y a des énormes biais qu'on cherche à corriger avec des IA. Donc, dans tous les cas, dans toutes les modélisations qu'on va utiliser, le biais existera. Donc, il ne faut pas spécialement se dire qu'avec une IA, on aura un biais permanent. On essaie de le minimiser. Et de toute façon, les biais, ça existe partout. Oui, et alors moi, dans le domaine dans lequel je travaille, les grands modèles de langage, les LLM, et effectivement, ils sont appris sur des corpus qui sont, on apprend sur tout Internet, en gros, et plus plein d'autres choses. Pour vous donner un peu un ordre de grandeur, on apprend sur 1000 milliards de mots, à peu près. C'est ça la taille des corpus d'apprentissage. C'est à peu près autant de mots qu'il y a à la BNF en termes de nombre de mots. Donc, forcément, il y a beaucoup de biais là-dedans. La question qui est posée, elle est assez intéressante aussi. Ça veut dire que pour l'instant, quand on apprend sur Internet, on part du principe que le contenu généré était généré par des humains, mais de plus en plus, le contenu qui est sur Internet, il est aussi généré par des IA. Et il y a des études qui commencent à montrer que l'IA apprenant sur des données générées par des IA se dégrade en qualité. Alors, j'aurais 2 questions. La première, c'est donc moi, je suis industriel, j'ai accès à des bases de données qui sont assez importantes en termes d'expérience et en termes de mesures, de plein d'opérations qu'on fait sur le terrain. Et il y a plein de choses à tirer de ces données. Donc c'est très intéressant d'utiliser l'IA, je pense, dans ces domaines-là. Et par contre, ce que j'ai un petit peu de mal à voir, c'est euh, on ne peut pas demander à nos personnes de tous se spécialiser en IA. C'est-à-dire, on va avoir éventuellement peut-être une formation, avoir un petit peu de connaissances pour discuter avec vraiment une personne qui est spécialisée en IA, mais je le conçois peut-être plus comme une collaboration entre un ingénieur IA et une personne qui est spécialisée dans son domaine. Et donc ma question, c'est comment est-ce que vous voyez ce type d'interaction? Est-ce que en fait, les données sont transmises à un groupe qui va travailler juste en IA, puis après va donner son résultat? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir une collaboration qui est quotidienne avec des experts dans le domaine? Comment est-ce qu'on peut travailler sur je suppose, enfin, il y a plein de domaines concrets avec plein de data qui sont absolument pas du tout exploités en ce moment. Et comment est-ce qu'on peut trouver vraiment le bon mode de travail? Et je glisse une deuxième question. C'est à partir du moment où on travaille sur des data, il y a toujours peut-être un problème de confidentialité aussi qui apparaît. Et comment est-ce que c'est un peu une crainte d'utiliser l'IA, c'est qu'on risque d'ouvrir, enfin de perdre un peu la confidentialité de nos données. Enfin, il y a des données qui peuvent être critiques notamment dans le domaine privé, et du coup, on risque de perdre le contrôle de ces données. Ouais. Mais justement, moi, ce que j'allais dire, c'est qu'il y a des boîtes de conseil avec des data scientists qui sont très bons à ça, qui vont prendre un cas spécifique d'une entreprise, analyser les données et faire une analyse derrière. Mais justement, j'allais dire, mais les problèmes de confidentialité, je ne sais pas comment ça se gère. Et là, je pense que je n'ai pas l'expérience pour reconnaître ce genre de problématique. Oui, les questions de confidentialité, c'est effectivement au cœur de choses sur lesquelles on travaille à Lighton, pour faire en sorte que quand on travaille pour une entreprise, d'abord, il n'y a aucune donnée qui sorte des serveurs de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on va tout installer on-premises, comme on dit. On va installer ça on va installer tous nos logiciels sur les serveurs de l'entreprise, il n'y a rien qui en sort. Mais c'est plus que ça. Ça veut dire que n'importe qui dans l'entreprise n'a pas forcément accès à tous les documents non plus. Donc, il faut continuer à gérer. Évidemment, si on met en place
un système d'information sur le service de ressources humaines et que tout le monde a accès au salaire de tout le monde, ça risque d'être, ça peut poser certains problèmes parfois, quoi. Donc, effectivement, il faut continuer à avoir la bonne gouvernance de données aussi. Mais d'ailleurs, on voit que mettre de l'IA dans les entreprises, ça peut accélérer aussi des pratiques de bonne gouvernance de données. Oui, parce qu'en fait, le point, c'est de dire qu'en fait, c'est pas l'IA qui va changer les problématiques de privacy ou d'accès aux données. Je pense que ça peut être fait en fait d'une façon qui va donner l'accès aux données aux personnes qui ont le droit d'avoir l'accès. Donc on sait le faire, c'est fait. Donc je pense que voilà, il y a des entreprises qui le font vraiment, c'est leur business, etc. Moi, je travaille avec le ministère de la Défense, donc il y a quelques questions de sécurité. Euh, Par contre, c'est vrai qu'on va arriver souvent les gens vont dire ah il y a de l'IA, du coup en fait les données vont être accessibles, attention. Mais en fait on regarde, en fait elles sont déjà accessibles partout parce qu'en fait il n'y a pas vraiment de cloisonnement, de politique de la donnée, etc. Et en fait c'est souvent intéressant. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, essayer d'être volontaire et de demander aux entreprises aussi de bouger, d'évoluer, etc. C'est pas forcément que la finalité, c'est d'avoir un chat GPT ou un Lighton chat GPT interne, etc. Et c'est aussi déjà aussi de dire, OK, est-ce qu'on valorisons nos données? Donc, réfléchissons aux données, ayons une politique de la donnée. Des fois, je vais voir les entreprises, ils savent même pas à qui appartiennent les données. C'est-à-dire qu'elles ont été collectées avec tel appareil. Donc déjà, des fois, ils ont effacé les données, ce qui est encore une autre politique. C'est-à-dire qu'en fait, on les rentre et puis on les efface. C'est peut-être dommage. Non, mais aussi, des fois, c'est ah ben oui, mais c'était fait par tel appareil, et puis du coup, ils ont un brevet, et puis du coup, donc, du coup, les données, j'ai pas accès. Je me suis dit, mais si, regardez le contrat, en fait. Alors, vous pouvez pas faire une technologie pour reproduire le capteur de l'entreprise, mais vous pouvez valoriser en interne, etc. Donc, déjà, poser ces questions, des fois, c'est tout bête. Où sont-elles stockées? Ah oui, il y a quelqu'un, machin, qui sont là. Ah oui, oh, on n'avait pas bon. Voilà. Donc, tout ça, c'est hyper important. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, la pénétration de l'IA, en fait, souvent, elle commence juste à dire, ah, on va faire des super trucs, mais en fait, on va dire, OK, on va regarder où est l'ordinateur, parce que quand Laurent dit, on va le mettre sur les serveurs de l'entreprise, c'est-à-dire que l'entreprise a des serveurs. Donc, voilà, hein, ça commence par là. Ah oui, et du coup, etc. Donc, voilà. Et je pense que toutes ces réflexions-là vont permettre. Et après, effectivement, l'IA peut rentrer, mais des fois, il y a des bénéfices juste initiaux de dire, ah, en fait, les données sont bien traitées, on peut les nettoyer, etc. Voilà. Et après, sur la collaboration, il y avait juste très rapidement, franchement, c'est un problème qui est, à mon avis, pas nouveau avec l'IA. Je pense que c'est un problème assez général en termes de spécialistes métiers avec spécialistes techniques. C'est l'IA, c'est l'informatique avant. Il y avait la digitalisation. Ça peut être aussi d'autres choses avec des bureaux d'études. Je pense que franchement, on tombe dans les mêmes choses. Donc, quand on arrive à trouver une recette qui marche, il faudra essayer d'utiliser la même. Il y a beaucoup de cas où ça marche pas. Donc, mais je pense pas que ça change fondamentalement la manière de travailler. C'est clairement, tout le monde ne va pas être spécialiste IA. Et il faut trouver des manières de créer des équipes hybrides. Oui, déjà, il y aura des cas d'usage qui vont être développés au service d'ingénieurs qui n'ont pas forcément, qui utiliseront l'IA comme vous avez cité, les exemples que vous avez cités, qui Oui. sont des usages en fait de l'IA qui sont développés par des sociétés compétentes. Mais est-ce qu'il va y avoir un certain nombre de ces usages qui vont être mis à la disposition des ingénieurs et des scientifiques pour les aider dans leur métier sans qu'eux-mêmes deviennent aussi spécialistes que vous? Parce que Bien sûr, bien ça- sûr. Oui, il ne s'agit pas que tout le monde soit spécialiste d'IA, mais il s'agit que les ingénieurs comprennent ce qu'on peut en attendre et puissent trouver les ressources parce qu'il y a déjà des blocs qui sont déjà tout faits, il y a déjà pas mal de choses sans avoir à redévelopper, réinventer la roue. Il y a déjà beaucoup de choses qui est disponible. Donc, oui. Si je peux ajouter quelque chose, en fait, il va y avoir de toute façon l'IA qui va pénétrer dans les entreprises, qu'on le veuille ou non, parce que les grands opérateurs, Microsoft, SAP, Salesforce, etc., qui sont déjà, tu as parlé des entreprises de conseil, mais même les grandes entreprises d'enterprise software, qui sont déjà beaucoup, rajoutent de l'IA dans leur stack de toute façon. Donc, en fait, vous utilisez Outlook, et ben, Outlook va auto-remplir les emails. Alors, ça va être fait. Et voilà, enfin, vous pouvez désactiver, mais c'est déjà le cas. Voilà. Et donc, il va y avoir aussi ces usages qui vont être accélérés de façon un petit peu transparente par ces usages-là. Et là, c'est là où je pense que c'est important d'avoir une maturité, justement. C'est là où tout le monde ne va pas être ingénieur IA, mais que tout le monde a un peu une base de la traitement de la donnée, de la confidentialité, de la confiance qu'on peut avoir. OK, mon email a été pré-rempli, ça ne veut pas dire que j'envoie envoyer direct, ça peut faire des erreurs, etc. C'est là où, en fait, cette connaissance un peu de base peut être intéressante aussi.
parce que clairement, ça va faire des erreurs et c'est pas grave, ça s'édite. C'est comme le correcteur orthographique, on peut éditer, etc. Mais il faut avoir le raisonnement de l'éditer. Merci beaucoup. Moi, j'avais une remarque pour Violette. Il y a un centre en France, enfin, c'est une remarque, après j'ai une question. En France, il y a le hub IA de Centrale Supélec, Data IA, que je pense être le top de la recherche nationale. Moi, j'ai collaboré avec eux dans le domaine des simulations hybrides pour de la mise en forme de matériaux, où on combinait des équations déterministes avec de l'apprentissage profond. Voilà, donc il y a des brillants chercheurs sur le plateau de Saclay dans ce domaine. Moi, j'avais une question sur la propriété intellectuelle, parce que dans nos métiers d'ingénieur et de scientifique, à l'école, on en parle un petit peu, mais pas beaucoup. Et c'est vrai que je l'ai découverte sur le tas quand j'ai dirigé des équipes. Et c'est très important dans nos métiers. Est-ce que je protège? Est-ce que je ne protège pas? Et il y a beaucoup d'open source dans l'IA, mais il y a aussi des algorithmes propriétaires. Est-ce qu'il y a des enjeux spécifiques de propriété intellectuelle et quels sont les grands sujets ou les questions qui se posent qui pourraient amener des régulateurs à trop réguler ou est-ce qu'il faut réguler, est-ce qu'il ne faut pas, est-ce qu'il ne faut pas ne pas trop réguler justement, permettre et ça va tellement vite. Voilà, donc pays et IA, est-ce que C'est une question fondamentale. Non, sur l'open source, c'est un débat hyper important. Je pense que c'est même des débats de souveraineté ou même je pense, des débats de culture. Donc il y a un enjeu là-dessus. Peut-être que Laurent y reviendra. Sur les questions de la propriété intellectuelle, oui, c'est assez fascinant, puisqu'en fait, quand on apprend sur tout le web, bah, c'est pas forcé que tous les gens qui ont écrit tous les documents ont donné leur accord. Clairement, ils ne l'ont pas fait. Voilà, il y a des choses qui ont des licences et des choses qui n'en ont pas. Donc, il y a une zone grise, en fait, qui s'appelle le fair use américain. Mais est-ce qu'on passe le fair use quand voilà, qui est très débattu. Les pays vont avoir se positionner différemment. Donc, il y a aussi des choses bilatérales ou en tout cas globales là-dessus. Donc, ça, c'est le premier point qui est hyper important. Et le deuxième point, c'est aussi les données qui sont générées par l'IA. À ce moment-là, à qui elles appartiennent aussi. Donc, voilà. Donc, le deuxième était plus simple que le premier, mais il est compliqué aussi. Il est intéressant. Oui, le deuxième, je crois qu'elle est aux États-Unis. On a dit qu'on peut pas, on peut pas revendiquer du droit d'auteur sur des données générées par l'IA, je crois. Voilà, si je vais prompter un modèle de langue et je lui demande génère-moi le nouvel Harry Potter, ce que des gens ont fait, ils ont fait la suite de Game of Thrones, je crois. Voilà, bah, c'est peut-être pas très bien mais est-ce que je commence à le vendre? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et ça va se passer tout de suite. Ça se passe déjà plus rapidement, je pense. Alors les images, évidemment, on l'a vu, mais même la musique, parce que les faux groupes de musique, ça commence à cartonner. Le nouvel album, moi j'annonce le nouvel album des Beatles, c'est le nouvel album de Nirvana très, très bientôt. Hein. Ah bien sûr, non mais je rigole pas, hein, ça va vraiment être fait. Hein. Après, est-ce que ça sera bien? C'est différent. Oui, merci de me donner la parole. J'ai trouvé votre débat très enrichissant. Alors, de mon côté, je suis une petite entreprise d'une dizaine de personnes, mais qui fait foi au niveau mondial. Et on traite de la donnée puisqu'on fait du B2B et on donne toutes les analyses sur l'industrie automobile, tout le marché et les technologies nouvelles. Et nous voyons, vous avez parlé d'opportunités, et nous voyons, nous, une opportunité vraiment de changer d'échelle, sachant que nos gros concurrents sont beaucoup plus gros que nous et ils sont américains. Et nous sommes une société très, très agile. Et on traite de la data. Donc, depuis 30 ans maintenant, on accumule de la data, on a des bases de données qui nous appartiennent, etc. Notre vision, c'est en fait maintenant, c'est la vision de l'utilisateur, parce que vous avez parlé de la vision des gens qui font de l'IA, qui la créent. Nous voulons l'utiliser en fait et en profiter pour changer d'échelle. Alors, plusieurs questions se posent déjà. La confidentialité des données, puisqu'elles nous appartiennent. Si on va sur ChatGPT, la Terre entière a toutes nos données. Donc, il faut comme vous l'avez dit, des logiciels sur nos serveurs, etc. Il faut que vous travaillez avec Lighton, avec Laurent. Voilà. Et alors, justement, c'est là qu'intervient la suite de ma discussion, c'est que si on travaille avec Laurent, il va nous demander du financement.
Ça m'étonnerait qu'il nous dise. Il va manger, Laurent. Hein. Il va me dire, tiens, C'est Michel, pas tu es très cher, je vous fais un prix. Il va me dire, tiens, Michel, tu es de la 91e promo, on est copains, donc je vais te faire tout ça gratuitement. Je n'y crois pas trop, hein. Donc, il faut des financements. Donc, se pose ma question, c'est la suivante. Pour les PME comme les nôtres, qui ont vraiment des opportunités, qui ont des données, qui ont beaucoup de valeur et qui peuvent changer d'échelle, existe-t-il des moyens de financement? Ouais, et c'est une excellente question. Et par hasard, j'étais avec des gens de la BPI tout à l'heure, et en fait, qui se posent la question, parce qu'en fait, les deux côtés de la chaîne souffrent, en fait, puisque du côté des petites entreprises qui créent des modèles qui pourraient vous aider, le fait que le marché soit morcelé. Alors, Lighton, ils sont solides, mais mettons que si on prend un autre domaine, et qui eux aussi ont des solutions qui pourraient vous aider, mais qui ont peut-être 15 employés aussi, et ils n'ont pas les financements, et le coût de rentrée est compliqué aussi. Donc, en fait, le problème est hyper compliqué en termes de pénétration de marché là-dedans. Ça, je suis d'accord. Donc, je ne sais pas si Laurent, toi, tu as des arguments, mais c'est un très gros point. Non, mais effectivement, il y a quelques programmes. Il me semble que la région Île-de-France met en place des choses, mais il y a quelques programmes d'aide. Mais c'est vrai que c'est pas forcément évident de trouver les bonnes subventions. Après, il faut voir ça comme un investissement, quoi. C'est un investissement comme n'importe quel investissement, comme quand vous achetez une machine-outil ou voilà, c'est. Alors, la différence avec la machine-outil, nous, on la connaît bien. C'est que quand vous avez acheté une machine-outil, vous avez un prêt de la banque garanti par la machine-outil. Nous, on a une base de données qui a beaucoup, beaucoup de valeur. Elle n'est même pas portée au bilan. Ça vaut rien. Ça vaut rien. Pour le comptable, me dit, votre base de données, qui nous fait gagner quand même pas mal d'argent, puisqu'on la vend. Tous les Japonais, par exemple, n'utilisent que notre base de données sur les données Europe. Bon, on la vend. Ça vaut rien. Donc, pour le financement, c'est quand même difficile. Alors, on se pose la question en Europe. J'ai été un peu frappé par le fait qu'on parle sans arrêt des États-Unis. On a l'impression maintenant qu'on devient un pays anciennement développé, je l'appellerai comme ça, avec, pour faire des choses nouvelles comme l'intelligence artificielle, eh bien, il faut aller chez les Américains. Et je ne parle pas des Chinois parce que nous, nos premiers clients, c'est les Chinois. On travaille avec les Chinois. Je pense qu'ils vont débouler en force, déjà dans l'automobile, qui est notre secteur. Ils arrivent. Et sur l'intelligence artificielle, ils vont arriver. Donc, la question des financements, pour moi, c'est la question fondamentale. Là-dessus, je vais rebondir sur ce qu'a dit Antoine, parce que j'étais aussi à BPI ce matin. Je ne sais pas si on était la même chose, mais en fait, c'est les appels à projets qui peuvent résoudre ces situations inextricables où vous avez un besoin et puis à côté, il y a une startup qui a la brique technologique, mais qui n'a pas les financements de le faire. Là-dessus, on forme des consortiums et on présente le projet à la BPI ou au ministère, etc. Et il y a, notamment dans France 2030, il y a des quantités énormes d'argent qui vont être distribuées justement à des consortiums d'entreprises comme ça qui vont permettre de collaborer entre elles et de co-développer des solutions donc pour être gagnant-gagnant dans l'histoire. Le fait d'être capable de considérer une base de données comme une machine-outil, je trouve que c'est hyper intéressant. Et donc, je vais faire remonter l'info. Ouais, non, je trouve que c'est hyper parlant. Quand on parle de valorisation de données, c'est vrai. Voilà. Est-ce que la notion de données a évolué en 2020-2024? Comment voir cette notion aujourd'hui? Première question. Et deuxième question, pourriez-vous nous donner des exemples d'utilisation actuelle de l'IA dans le domaine de l'énergie et les perspectives à venir? Je ne pense pas que la vision de la donnée a changé en 2020-2024. Elle a peut-être changé d'échelle en termes de taille. Non, la différence qui s'est produite, c'était bien peut-être un peu avant, c'est passer des données étiquetées aux données non étiquetées. Donc ça, c'est le basculement de l'apprentissage, ce qu'on appelle auto-supervisé, qui est la base de beaucoup des technologies maintenant. Et donc, en fait, le basculement, c'était qu'en fait, jusqu'à, je sais pas, 2015-2020, ça dépend des choses, il fallait que toutes les données soient étiquetées avec ce à quoi la donnée correspond. Hein, des images devaient être étiquetées avec ce qu'il y a dans l'image, pour donner un exemple.
Et l'apprentissage autosupervisé fait que les machines peuvent être pré-entraînées avec des données qui ne sont pas étiquetées, donc des images brutes ou des livres bruts. C'est-à-dire que les livres qui servent à entraîner la machine de Lighton, c'est juste les livres. Voilà. C'est pas des livres, on a dit, c'est une histoire qui parle de machin, etc. Donc ça, l'apprentissage autosupervisé, c'était un des gros accélérateurs, puisqu'évidemment, ça, quand on n'a pas besoin d'étiqueter les données, on peut vraiment avoir beaucoup plus de données, puisqu'il n'y a pas besoin de faire passer un expert pour l'étiqueter. Voilà, donc c'est plutôt ça. Mais les données étaient déjà là, c'est juste que maintenant, on peut les valoriser. Et sur la deuxième, dans l'énergie, ben voilà. Moi, j'ai deux exemples. Bon, du coup, je suis plus climat en ce moment, donc je suis pas trop énergie, mais j'ai deux exemples en tête. Le premier, c'est celui que vous avez cité aussi, c'est sur les matériaux. Il y a des super exemples de génération de matériaux innovants pour les batteries, le photovoltaïque, etc. Et en deuxième utilisation, c'est un peu ce que je fais, c'est qu'on voit que dans les prochaines décennies, à cause des changements de température, à cause des extrêmes climatiques ou à cause même des changements de géopotentiel, on le voit, toute l'infrastructure de l'énergie va changer et il y a aussi des gros risques sur les réseaux électriques, sur les centrales nucléaires, sur l'exposition au soleil, etc. Et donc là-dessus, sur la prévision justement de ces variables-là, ça a un énorme impact sur l'énergie. Donc bon, moi, c'est ce que je fais, donc je vois cette utilisation-là, mais j'imagine il y en a plein d'autres. Il y a une, si vous cherchez des jobs, il y a une boîte qui embauche, c'est Osium. Euh, Osium. C'est ça, c'est juste Osium, je crois. Osium AI, oui. Ouais, c'est un dashmark. Et c'est hyper bien. C'est pour faire des nouveaux matériaux avec de l'IA et c'est en France. Elle cherche des gens. Et des stagiaires au SPCI. Voilà, ouais, encore mieux. Peut-être une dernière question de la salle? Oui, bonsoir, c'est très intéressant. On a parlé beaucoup d'intelligence artificielle générative, si je ne m'abuse. Vous avez mentionné rapidement l'autre forme d'intelligence artificielle qui est un petit peu mise sur le côté actuellement. Je ne sais pas comment on la nomme, quel est son nom d'ailleurs, je l'avais entendu une fois, mais je n'arrive pas à m'en souvenir. Ce que je voulais dire, Discriminatif, souvent. discriminative, c'est lié au réseau de neurones ou c'est ça un petit peu? Non. Non. Ok. Bon. En fait, cette intelligence artificielle qui aurait plus, peut-être d'après ma compréhension des choses, discriminative, le qualificatif d'intelligence que la générative qu'on évoque actuellement. Alors, j'ai une première question, c'est quel serait son développement à échéance, en fait? À quel moment elle pourrait atteindre, si ça continue de se développer, et si ça atteindra un jour le grand public, les entreprises, Ouais. ou pas? Ouais, je peux clarifier un petit peu sur les terminologies, en fait, parce que c'est peut-être pas ce que vous vouliez dire. Donc, dans l'IA, en gros, c'était au tout début, mais il y a plusieurs familles, mais en gros, on pourrait dire l'IA symbolique et l'IA statistique. Donc, machine learning, c'est l'IA statistique. Donc, c'est peut-être ça auquel vous voulez faire référence. L'IA symbolique, c'est l'IA un peu la génération précédente, disons qui marchait avant 2010-2005, qui y a toujours un système expert, les systèmes à base de règles, il y a pas mal de choses là-dedans. Ces IA-là, elles sont beaucoup plus interprétables, elles peuvent intégrer des connaissances expertes, etc. À part dans des cas très spécifiques, c'est quand même très marginal leur application là. Et après, il y a le machine learning. Mais là où il faut faire attention, c'est que le machine learning, c'est pas que de l'IA générative. C'est pour ça qu'il faut faire attention. L'IA générative, c'est une partie. C'est pour ça que je parlais d'IA discriminative. En gros, l'IA générative, ça génère des nouvelles données, des nouveaux textes, des nouvelles images. La discrimination, c'est qu'on va faire de la classification. On va te donner une base d'images. Je vais te dire quelles sont les images de chiens, de chats et de voitures. C'est des choses qui sont hyper utiles pour l'instant et ça génère rien du tout. Ça va juste me les classifier, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut. Et c'est beaucoup plus mature en termes peut-être de technologie. D'ailleurs, beaucoup des choses qui sont déployées dans des contextes industriels ou dans des contextes sont des choses qui sont pas forcément génératifs, même si génératif tire le haut des investissements et de la hype. Pour être clair. Donc, au niveau de si votre question c'est sur l'IA symbolique, clairement c'est loin. En tout cas, c'est mon avis. Mais il y a quelque chose qui est intéressant, qui est le retour. C'est-à-dire que la critique de l'IA symbolique, parce que moi j'en ai fait aussi à un moment, c'était aussi qu'en fait, déjà, ça généralise pas beaucoup. Et surtout, en fait, en gros, il faut mettre beaucoup d'intelligence humaine pour le faire marcher, puisqu'il faut écrire beaucoup de règles, etc. Mais il y a un peu un retournement qui se passe, puisqu'en fait, dans les IA génératives, pour le coup, dont celle de Lighton, en fait, on écrit des prompts. Donc, on fait du prompt engineering. Et cette prompt, c'est en fait une spécification de ce qu'on veut que le modèle fasse. Donc,
faire une prompt très simple, raconte-moi une histoire pour mon enfant, voilà, c'est ce qu'on va dater. Mais en fait, maintenant, les prompts peuvent être extrêmement complexes, extrêmement compliqués. Et là-dedans, on peut remettre en fait de la Ils se font connaissance par règle. symbolique. Ouais, Voilà, et on refait. Donc en fait, je pense que l'IA symbolique revient par la fenêtre via la création de prompts avec des connaissances spécifiques dans les modèles de tout à langue. fait. Ouais. Et puis, j'avais juste une mise en perspective, c'est que bon, moi, je suis Chimie Paris 94, promo 98, si je le ramenais à la manière de PC. Et on faisait la programmation de réseaux de neurones en 93, Chimie Paris. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas quelque chose de nouveau, en fait. On en parle depuis 30 ans. Ça finit par percer, on a l'impression. Mais depuis lors, il y a eu la digitalisation de l'économie. Donc, moi, j'ai commencé à travailler avec Internet, le web, enfin, tout un tas de trucs que les plus anciens reconnaîtront, et notamment dans l'ingénierie pétrolière et gazière. On reparle du métier d'ingénieur. Ce que j'ai noté, moi, c'est que pour construire une usine aujourd'hui, on a besoin de plus d'heures d'ingénierie qu'on en avait besoin avant la digitalisation de l'économie. Et donc, la raison de cela, c'est qu'on crée des besoins avec la digitalisation, c'est la première chose. J'ai l'impression qu'avec l'IA, on va faire un petit peu près la même chose, générative, tel qu'on l'évoque, que vous l'avez évoqué, mais je voulais savoir votre point de vue. Et la dernière chose, c'est comment dirais-je, comment est-ce que l'IA générative n'est peut-être pas juste une extrapolation, une continuation de la digitalisation de l'économie finalement, en quelque sorte. Et maintenant, on passe au cocktail. Non, je rigole. On va y arriver. Ouais. Non, alors, il y a deux. Bon, je sais pas pourquoi je réponds d'ailleurs, mais bon. Il y a plusieurs choses. Je pense qu'au début, déjà, le fait que la zone neurone existe depuis longtemps, c'est vrai. Ça existe même avant les années 80, les premiers, enfin, 90-80. Ça marche maintenant. Bon, après, c'est pas leur faute. Je veux dire. Donc, en fait, ils marchent maintenant, ils marchaient pas avant. Voilà, maintenant, c'est là. Donc, on va s'en servir. Mais je pense que des fois, il faut faire attention justement à ce qui sort en disant ah, c'est un nouveau truc. Non, effectivement, les méthodes étaient globalement bien connues. Bon, les cartes graphiques, les GPU pour les apprendre n'existaient pas dans les années 80. Il y a quand même des différences. Donc, il y a quand même des ingrédients qui font que ça marche et les résultats sont là. On n'est pas juste sur quelque chose. Il peut y avoir une bulle de valorisation. Il y a quand même des résultats, des choses qui n'étaient pas faisables avant. Mais on a quand même eu une avancée. Euh, Bon, après, moi, ce que je trouve intéressant, effectivement, c'est la digitalisation de l'économie. Et c'est pas la première fois que j'entends ça, qu'en fait, maintenant, ça prend plus de temps pour faire un nouveau design de système critique, ça prend plus longtemps pour faire tout ça, alors que normalement, on devrait être plus rapide, puisqu'en fait, on a de meilleurs outils, etc. Et est-ce que le risque de l'IA générative, c'est de rajouter une pièce à la machine? Carrément. Enfin, en voulant faire mieux, est-ce qu'on va le faire encore plus compliqué? Alors là, oui, c'est clairement un risque. Donc je suis assez réaliste vis-à-vis de ça. Après, est-ce qu'on apprend de nos erreurs? J'espère, mais je pense que. Et après, c'est encore la technologie, ce qu'on en fait. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, je sais pas si vous étiez arrivé, mais dans les entreprises, l'usage de l'IA, je pense que les gens qui vont être hyper importants, c'est ceux qui vont être capables de différencier l'usage du gadget, quoi. Et, euh, et là, on est en plein dans la phase où en fait, il y a beaucoup d'expérimentations qui sont faites, on va tester ça, etc. Voilà, et il faut falloir être capable d'arrêter les choses qui sont des gadgets et de garder les choses qui sont transformatives. Est-ce qu'on y arrivera? On verra. On va s'arrêter là parce qu'il y a un petit cocktail qui nous attend juste à côté. Mais n'hésitez pas, bien évidemment, après avoir laissé nos intervenants se rafraîchir un peu, d'interagir avec eux juste de l'autre côté. Merci. Je voulais aussi remercier Catherine Poelis, la directrice de la bibliothèque, puisque ces cycles intelligence artificielle sont organisés conjointement avec Catherine. Merci beaucoup, Catherine.